Bonjour à tous. Donc voilà, des conditions un peu particulières pour l'atelier, mais on espère quand même que vous allez pouvoir être bien à l'écoute et être satisfait de la formation. Alors moi, je suis Catherine Fouly, une des organisatrices, et normalement, je n'étais que intervenante pour être modératrice, mais je remplace Laura Aubert qui a un problème familial important et qui au dernier moment n'a pas pu nous rejoindre. Voilà, donc je vais essayer de respecter au mieux son diaporama. Je serai un peu plus sur la lecture qu'à vous regarder. Je m'en excuse à l'avance, mais on va faire au plus vite. Voilà. Et Laura s'était beaucoup intéressée au problème de la vaccination, grand sujet d'actualité, avec ce qui se passe actuellement avec le problème de la Covid, et plus particulièrement en périnatalité par rapport à la vaccination contre la coqueluche et la grippe. C'est un travail qu'elle a fait en 2019 pour obtenir son diplôme de sage-femme. Je reprends pour la coqueluche. En fin de compte, en France, il y a quand même 10 000 cas chez les enfants de moins de 6 mois qui ont été contaminés de 1996 à 2012. Quand même 18% admis en réanimation, et ce sont bien souvent les parents, la fratrie et les grands-parents qui contaminent les enfants. Pour la grippe, alors à ce moment-là, la grippe, c'est quand même quelque chose qui est plus récent, on va dire. On a en France 2,5 millions de personnes contaminées, beaucoup de décès, 1 500 à 2 000 décès. Et par contre, par rapport à la grossesse, augmentation du risque infectieux, de fausses couches spontanées, de menaces d'accouchement prématuré, de prématurité, de faible poids de naissance et surtout de décès néonataux. Et bien sûr, risque de décès des fois supérieur avec un risque d'hospitalisation. Pour ma part personnelle, moi j'ai connu un cas de grippe sévère sur une femme enceinte de 5 mois, sur qui il a fallu faire quand même une interruption médicale de grossesse et qu'il a fallu mettre donc sous respirateur en réanimation avec une pratique d'extracorporéal. Voilà les virus qui sont actuellement sur le territoire. On connaît la rougeole, on connaît la coqueluche, on a beaucoup lutté contre la diphtérie, la rubéole, les oreillons, le VIH, qui est quand même encore un facteur important, bien sûr la grippe et Ebola. Alors Ebola, c'est sûr que sur le territoire, on l'a quand même beaucoup moins connu. Pour tout ça, on a la vaccination, pour la coqueluche, la grippe, on a pour la diphtérie, on a pour la rubéole, on a pour les oreillons. Par contre, actuellement, par rapport au VIH, c'est plus compliqué, hein, et Ebola aussi. Donc, on a beaucoup de stratégies, des stéréotypes par rapport à la vaccination, des mouvements anti-vaccins, des disparités importantes suivant les populations, beaucoup d'idées reçues, et beaucoup de méfiance. Et actuellement, on se rend compte que pour faire vacciner et les enfants et les parents, c'est très complexe. Et nous, professionnels, on se retrouve devant cette réalité. Donc, couverture insuffisante. Pour la coqueluche, 20% des femmes ne connaissent pas leur statut vaccinal, 35% des femmes ne sont pas à jour de leur vaccin. En grippe, très peu de vaccination. En France, un tout petit pourcentage. Et alors, en région PACA et Laura, c'est encore pire, on n'est même pas à 4%. Alors, quels sont les comportements des patientes vis-à-vis de la vaccination périnatale? Quelles sont les stratégies adoptées par les maternités et quels sont les freins pour la vaccination antigrippale et anti-coqueluche? En hypothèse, soit la couverture vaccinale coqueluche et grippe sont insuffisantes, stratégie vaccinale coqueluche et grippe différentes, les freins sont très différents et l'information reçue insuffisante ou inadaptée. On se rend compte qu'en consultation, bien souvent, les gens ne réalisent pas le fait que ce soit comme des pathologies graves, que ça peut entraîner des décès chez les enfants comme chez les parents. Donc, il faut déterminer la couverture vaccinale pour la grippe durant la grossesse, étudier les freins, évaluer l'information, évaluer le niveau de connaissance des femmes concernant ces deux pathologies, ces deux vaccinations. Donc, elle a fait une étude observationnelle, elle a fait des critères de sélection, des critères d'inclusion, des critères d'exclusion, en particulier sur les grossesses gémellaires. Aussi, donc, des critères par rapport aux non-inclusions
Surtout ce qui était les enfants en réanimation, les enfants de petit poids, les enfants prématurés, les patientes en réanimation, bien sûr les cas de mort fétale ou d'IMG, et les femmes qui ont accouché prématurément, et les femmes qui ne souhaitaient pas participer à l'étude. Alors, son étude s'est surtout centrée autour de sa région, Nice, Grasse, Cannes, Antibes, Nice, Cagnes-sur-Mer. Elle a duré à peu près, on va dire en gros, 3-4 mois, du 22 octobre 2018 au 31 janvier 2019. Voilà le nombre d'accouchements qui a eu lieu sur ces maternités durant la période. Et au total, elles ont réalisé 146 questionnaires, soit 7%. C'est toujours très difficile de faire répondre les gens, surtout pendant la grossesse ou après l'accouchement. Les caractéristiques de la population, c'était surtout une moyenne d'âge autour de 31 ans, de nationalité française, mariée, plutôt primipare, un peu de multipare, qui ont accouché voix basse et qui ont surtout allaité. Ça, c'est un élément de critère important. Pour la grippe, 11% des mères étaient vaccinées et par contre, la moitié des pères étaient vaccinés. Pour la coqueluche, 27% des mères étaient à jour, alors que 19% des pères étaient à jour. Et par contre, 27% des mères ne connaissaient pas leur statut vaccinal. Donc, on a un pourcentage de gens qui ne connaissent pas leur statut par rapport à ceux qui sont vaccinés, qui est quand même difficile d'entendre ça encore actuellement. La grippe, en connaissance, 17% des gens pensent que le vaccin est contre-indiqué durant la grossesse, 30% ne savent pas, 11% pensent que la grippe n'a pas de conséquences graves sur la grossesse. Celles qui sont informées, bien sûr, elles ont une meilleure connaissance, et celles qui sont vaccinées aussi. Pour la coqueluche, à peu près, on va dire, 9% considèrent l'allaitement maternel comme protecteur de la coqueluche, 50% savent que le vaccin recommandé par la mère en postnatal. Les patientes sont informées, bien sûr, ont une meilleure connaissance. Les patientes à jour, c'est pareil. Et par contre, elles sont plus indécises que les items de la coqueluche. On s'est rendu compte quand même que il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh ben non, ça ira bien », les grands-parents qui autour pensent que non, il n'y aura pas de problème et ne font pas vacciner. Alors moi, je sais qu'on avait une politique dans la maternité où j'étais où on remettait aux gens une prescription en sortant pour la vaccination s'il n'avait pas été fait. En termes d'information, il y en a beaucoup qui ont un peu d'information pour les deux, c'est 10%, mais 53%, c'est le maximum quand même, aucune. Et par contre, l'information est souvent orale, souvent faite par les sages-femmes en suite de couche, pour la coqueluche. Et 75% ne connaissent pas le site par la vaccination, Vaccin Info Service. Pour la prescription, 20% de prescription anti-coqueluche en suite de couche, majorité pour les mères, et aucune prescription antigrippale en suite de couche, ce qui est quand même dommage. Par contre, concernant la vaccination, excusez-moi, je n'arrive pas à voir, 47% auraient accepté un vaccin si elle lui avait été proposée, et pour la coqueluche, pardon, et 19% auraient accepté un vaccin, pareil, s'il lui avait été proposé, ensuite de couche. Ce qui prouve qu'on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, il faut aussi sensibiliser l'entourage, parce que ça, c'est quand même très important. Le conjoint en particulier, la famille. Et on se rend compte qu'au niveau des chiffres, par rapport aux effectifs, il y a quand même beaucoup peu de gens qui répondent, en particulier le conjoint et la famille uniquement connaissent un peu les informations, mais bien souvent, c'est l'inverse, c'est la femme qui connaît et pas la famille. Donc, c'est sûr que c'est très complexe de se dire que quelque part, on a quand même malgré tout fourni une information suffisante. On sait qu'on a un gros travail à faire en consultation pour justement permettre de faire le tour de toutes ces questions pour sensibiliser plus facilement la mère, bien sûr, mais le conjoint, mais aussi toute la famille autour. Alors, ce qui est le plus difficile actuellement, est-ce qu'on se rend compte quand on fait, par exemple, les grands forums autour de la vaccination, qui sont à développer sur le territoire avec Santé publique France et les ARS,
ce sont les freins à la vaccination. Le manque d'information, bien sûr, ce qui est peut-être un peu plus facile. Le manque de temps, les oublis surtout. Alors, les femmes qui sont vaccinées se disent « Oh ben non, je ne vais pas me faire vacciner pendant la suite de couche parce que je serai déjà très fatiguée, donc ça risque de poser des problèmes. » Le côté inutile du vaccin et le fait qu'on allaite. Alors, les gens pensent que comme ils allaitent, il ne faut pas se faire vacciner. Pour la grippe, c'est peur de la toxicité sur le fœtus, avec un chiffre important, pratiquement 58%. 42% ne sont pas concernés. 31% pensent que c'est une maladie bénigne. 43% pensent que le vaccin est inefficace. Qu'il n'y a pas de médicaments pendant la grossesse. Qu'il y a un refus du professionnel. 3% pratiquement. Un manque de temps et que ça provoque des maladies. Donc, vous voyez quand même qu'il y a encore beaucoup à faire sur les peurs, les freins à mettre en se disant attention, pas se vacciner. Et on se rend compte qu'actuellement, il y a un gros problème sur le territoire. Les vaccins ont été achetés rapidement. Les pharmacies sont actuellement en rupture de stock. Et il est très difficile de faire vacciner les femmes qu'on a convaincues. Pour ma part personnelle, en peu de temps, en 3 jours, j'avais 3 patientes à faire vacciner. Eh bien, se sont retrouvées devant le fait que la pharmacie ne pouvait pas leur délivrer le vaccin. Donc, on a joué un petit peu le forcing pour y arriver, mais c'est très complexe. Donc, ce qui fait que quand elles arrivent à la pharmacie, s'il n'y a pas de vaccin, ça passe. Et si on propose les 2 vaccinations sur la même période, alors là, par contre, on a 44% de refus. Bon, on s'est rendu compte que donc, pour la coqueluche, les freins, c'était le manque d'information, le vaccin inutile et l'allaitement maternel. Pour la grippe, pareil, donc on avait la peur, les médicaments pendant la grossesse et provoquent des maladies. Donc la majorité des freins énoncés par les patientes pourraient être évités par une information simple sur les dangers des maladies et leur vaccination. Pareil par rapport au manque de temps et par rapport le manque de temps et les oublis. Les freins à la vaccination pourraient être évités en proposant une stratégie efficace de vaccination en suite de couche. Et je crois que là, on a un gros travail à faire, c'est informer. Actuellement, les patientes ont des séjours beaucoup plus courts. On a le temps quand même de leur donner une information de ce type. Et surtout, dès leur retour à domicile, de pouvoir repartir sur cette information, de pouvoir se dire que quelque part, si on n'a pas eu le temps de le faire dans les 48 heures qui suivent leur séjour en maternité, à nous, au retour à la maison, de pouvoir relancer cette information et de faire la prescription. Il y a l'enquête périnatale qui montre justement les caractéristiques de la population sont semblables, les couvertures vaccinales différentes. Et dans la littérature, bien sûr, la couverture vaccinale varie suivant les stratégies, mais l'information reste quand même très complexe. En perspective, un protocole uniformisé dans le département, en particulier vérification du carnet de santé, prescription des vaccinations. Alors, il faut faire très attention parce que les carnets de santé, des fois, ne sont pas entre les mains des gens, surtout sur les populations qui sont migrantes, parce qu'on a quand même pas mal de populations migrantes sur le territoire, ou qui ne comprennent pas très bien la langue. Et puis, on se rend compte que, je suis désolée de le dire comme ça, mais il y a certains carnets de santé qui sont falsifiés, des enfants en particulier, pour qu'ils puissent rentrer à l'école après. Donc, attention aux carnets de santé. Il faut surtout sensibiliser les professionnels de santé. Parce que quelque part, on se rend compte qu'il y a quand même encore une grosse réticence par rapport à la vaccination. Eux-mêmes ne se vaccinent pas. La preuve, la grippe, dans les populations hospitalières, il y a très peu de gens vaccinés, peut-être plus cette année éventuellement, mais c'est très complexe. Action d'information au grand public pour défaire les idées fausses. Et je reviens à ces grands forums qu'on pourrait éventuellement organiser dans les villes avec l'ARS qui pourrait nous soutenir pour mieux informer le grand public, pour demander un peu comment ils voient la vaccination, quelles idées ils s'en font actuellement. Je pense que ça, ce serait quand même très efficace. Entretien motivationnel durant la grossesse. Je pense qu'avec l'entretien pénétral précoce, on pourrait éventuellement axer un peu plus l'entretien sur la vaccination.
Invitation personnalisée, alors ce qui est peut-être un petit peu plus difficile, mais pour les femmes enceintes, je pense que ce serait très important. Éventuellement, la déclaration de grossesse à CPAM, c'est pertinemment qu'il y a une femme enceinte. Donc, on pourrait envoyer aussi éventuellement un document, une invitation, et pourquoi pas prévoir éventuellement un bon spécifique. Évaluer l'acceptabilité d'une vaccination anti-coqueluche durant la grossesse, parce que quand on est enceinte, on pense qu'il faut absolument ne pas rien faire pour ne pas provoquer de problèmes sur le bébé, et proposer un calendrier au couple pour la succession des 2 vaccins. Parce que ça aussi, c'est pareil. Si on fait tout en même temps, enfin, de façon rapprochée, ils ont quand même très peur. En perspective, par rapport à ce qui se passe actuellement, la COVID-19 permet-elle une meilleure prise de conscience quant aux bénéfices de la vaccination sur la population générale? C'est peut-être pas prouvé. La diffusion des consignes de prévention sanitaire dans un contexte de crise sanitaire, l'information aux personnes vulnérables, donc les femmes enceintes, a-t-elle permis une couverture vaccinale antigrippale chez les femmes enceintes? À vérifier peut-être dans les mois qui vont venir si les femmes se sont faites plus vaccinées. Ça, on pourra le savoir par le fait de l'achat des vaccins et peut-être de cerner la population en sachant qui sont les femmes qui sont venues chercher un vaccin. Peut-être possible avec les CPAM et les déclarations de grossesse. C'est un travail important à faire, mais pourquoi pas. L'hypothèse d'un futur vaccin contre la COVID-19 et son utilisation chez la femme enceinte est un frein de plus à la vaccination pour les patientes si davantage de vaccins venaient à être proposés durant la grossesse. Alors voilà, ça va être un peu le problème. Est-ce qu'on pourra tout proposer? Par rapport à la COVID-19, on ne sait pas trop où on va encore pour l'instant par rapport à la vaccination. Je pense que là, il y aura des discussions à avoir dans les années futures. Donc, les perspectives de publication que Laura avait pensé, c'était affichage lors de journées scientifiques du réseau méditerranéen, présentation lors des journées de la Société française de médecine périnatale, affichage dans les journées du collège. Elle a communiqué au Grand Prix Evian des écoles de sages-femmes et bien sûr aujourd'hui aux journées Jean Cohen. Et on pourrait faire une affiche expliquant l'intérêt de la vaccination. Merci de votre attention. Voilà, j'ai essayé de reprendre du mieux que je pouvais le travail d'Elora. Ce sera disponible bien sûr sur le site du congrès, puisqu'il sera rediffusé, ça a été enregistré. Et on se verra à ce moment-là si Elora éventuellement peut rapporter des éléments supplémentaires par un petit jeu de questions-réponses ou une petite présentation supplémentaire. Je vous remercie et puis on peut passer aux questions si vous le souhaitez. Absolument. Ce que dit Alain Proust, une remarque, rappelez que les décès maternels consécutifs à une grippe sont évitables, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est sûr que si cette patiente avait été vaccinée, je pense que nous ne serions pas retrouvés dans la situation où on était, où vraiment ce fut très complexe pour la remettre en pied, c'est le cas de dire. Elle a quand même passé plus de 3 semaines en réanimation. On a vraiment été dans une grande crainte. Sa famille avait même cru franchement qu'elle n'allait pas pouvoir vivre. Et depuis, elle ne peut plus avoir d'enfant. Alors, aussi bien. Alors, pour la coqueluche et la grippe que la grippe, les vaccins ne sont pas gratuits pour l'entourage, ce qui représente un frein à la revaccination des parents et des grands-parents pendant la grossesse. Oui, ça c'est vrai. C'est certain que si les vaccins étaient peut-être plus abordables, éventuellement, ça permettrait quand même de pouvoir, à ce moment-là, gagner plus de terrain sur la vaccination. Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je vais céder la parole à Adeline Duranton. Bonjour à tous. Donc, du coup, je me présente. Je suis Adeline. Je suis sage-femme sage-femme libérale depuis 1 an bientôt, pardon. Et je vais vous présenter du coup le mémoire que j'ai présenté pour la fin de mes études, pour mon diplôme. Alors, hop. Voilà.
Voilà, donc mon mémoire s'intitulait « Suivi gynécologique de prévention en milieu rural ». On a étudié les difficultés rencontrées et la place de la sage-femme dans le secteur. L'étude a été menée dans le département du Cher, donc sur l'année 2020. Alors, en France, les femmes ont la chance de pouvoir consulter 3 acteurs pour le suivi gynécologique, les gynécos, les médecins, les sages-femmes, pour les femmes en bonne santé. On observe donc une désertification du secteur rural par les médecins spécialisés, tels que les gynécologues, hein, tout le monde le sait, entraînant donc des difficultés d'accès aux soins gynécologiques. L'élargissement des compétences des sages-femmes avec la loi de Hôpital Patient Santé Territoire de 2009 avait pour but donc de répartir de façon plus égalitaire l'offre de soins et de développer une politique de prévention et de santé publique en améliorant l'offre de soins. Alors, pourquoi on a mené cette étude? C'était surtout pour donc, connaître la place de la sage-femme en secteur rural pour le suivi gynécologique, étant moi-même sage-femme en zone sous-dotée, en zone RRR. Et les objectifs donc, étaient d'étudier les modalités d'accès, les difficultés que les patientes pouvaient rencontrer pour effectuer leur suivi gynécologique de prévention dans le secteur rural et connaître la place de la sage-femme à travers l'opinion des femmes. Donc, pareil, on va faire le point sur la revue de littérature, la méthode qu'on a utilisée, le résultat et la discussion de l'étude et les projets d'action. Donc, concernant la revue de littérature, l'offre disponible dans les grands pôles urbains est 7 à 9 fois supérieure à celle disponible dans les communes qui sont isolées. Donc, on observe une répartition hétérogène des gynécologues ou des médecins spécialisés sur le territoire, hein. Cela entraînant donc forcément des délais d'attente qui vont jusqu'à plus de 6 mois et des temps de trajet allant jusqu'à 45 minutes. Les médecins généralistes, eux, jouent un rôle pivot en fait, dans l'offre de soins de proximité parce qu'ils réalisent donc peu de suivi gynécologique conforme. Et le problème, c'est qu'ils réalisent peu de suivi gynécologique conforme aux recommandations de l'HAS. L'évolution dans les prochaines années donc, tend à accentuer les disparités et aggravant la situation actuelle en termes de délai d'attente et de temps de trajet. Malgré le fait que les médecins généralistes bénéficieraient davantage de formations relatives à la gynécologie, ils restent peu nombreux à réaliser le suivi gynécologique, donc conforme aux recommandations. L'Institut national du cancer confirme qu'il existe un lien entre la faible densité médicale et la réalisation du frottis non régulier, voire l'absence de suivi gynécologique. Donc, face à cette diminution de médecins spécialisés et formés en secteur rural, les sages-femmes ont un rôle prépondérant à jouer auprès des patientes ne présentant aucune pathologie. En effet, les mesures gouvernementales sont venues renforcer la place et le rôle de la sage-femme dans le système de santé. La profession de sage-femme est une profession donc, médicale à compétences définies et ces dernières se sont vues étendues en gynécologie en 2009 avec la loi Hôpital Patient Santé Territoire et puis en 2016 avec le droit de prescription des IVG médicamenteuses et la vaccination de l'entourage de la mère et du nouveau-né. Ainsi, leurs compétences se sont vues étendues à toute la vie génitale de la femme en bonne santé et peuvent donc assurer la totalité du suivi gynécologique et obstétrical des femmes en bonne santé. Ceci a permis la mise en place donc, de consultations de contraception et de suivi de prévention dans des cabinets de sages-femmes libérales qui ne cessent de voir leur nombre augmenter sur le territoire français. Donc, si la profession n'est pas celle qui présente la plus forte disparité interrégionale, c'est la seule qui n'a pas profité en fait, d'une réduction d'écart en 10 ans, ce malgré l'augmentation de la densité dans toutes les régions. La démographie des sages-femmes a été actualisée récemment en se basant sur des nouvelles méthodologies de zonage, permettant ainsi la mise en place de contrats incitatifs avec la sécurité sociale dans les zones sous-dotées.
afin d'améliorer la répartition de ces dernières sur l'ensemble du territoire pour les inciter à venir s'installer dans les zones dans lesquelles on pourrait manquer de sages-femmes. Donc malgré une amélioration, on observe toujours un manque de connaissances chez les femmes autour du rôle de la sage-femme. Pourtant, on voit quand même augmenter le nombre de témoignages de satisfaction face à cette méconnaissance persistante. Une campagne de communication nationale a débuté le 22 juin 2016 et elle avait pour but de mieux faire connaître justement la richesse et la diversité de la profession. Le problème de l'inégalité d'accès aux soins qui se poursuit, voit s'accroître en France et implique une mise en difficulté de la population pour consulter pour les soins de prévention, tels que le suivi gynécologique, nous a interrogés. Concernant la méthode utilisée pour cette étude, on a fait le choix de faire une étude qualitative de type phénoménologique descriptive. Donc, 12 entretiens individuels semi-directifs ont été réalisés. Concernant l'échantillon de l'étude, donc les patientes sélectionnées étaient des patientes qui avaient effectué une consultation de suivi gynécologique de prévention chez une sage-femme en début d'année 2020 dans le département du Cher. Donc, la sage-femme recrutait les patientes au cours des consultations. Le recueil des données, lui, a été fait à l'aide d'une grille d'entretien établie sur 3 parties. Les caractéristiques des patientes, le parcours et le suivi gynécologique antérieur à la consultation sage-femme et les consultations gynécologiques menées par la sage-femme. Donc, une analyse du contenu a été réalisée et puis, voilà, on a fait signer tous les papiers qu'il fallait. Alors, les résultats. Donc, 3 grands thèmes sont ressortis de nos entretiens. Les modalités d'accès et de suivi gynécologique en milieu rural, en détaillant donc la première consultation gynécologique, le choix du professionnel et la qualité du suivi, les conditions et les difficultés du suivi gynécologique en milieu rural, en détaillant les freins liés à l'accessibilité, mais aussi les liens liés à la patiente elle-même, les connaissances et la satisfaction des femmes participantes. En évaluant la connaissance de la profession, l'importance d'une sage-femme à proximité et les appréciations des femmes interrogées. Alors, concernant l'âge des participantes, il s'est allé de 28 à 52 ans. Le choix de ne pas recruter d'adolescentes permettait d'avoir des parcours gynécologiques plus longs, donc plus enrichissants pour notre étude. Le fait d'avoir eu une grossesse ou d'être en âge de procréer semble être un élément favorisant les femmes à effectuer leur suivi gynécologique. Comme on peut voir, il y avait sur les 12 participantes 11 multipares et une prémise. Cette observation était d'ailleurs en accord avec des données de la littérature où la grossesse apparaît comme un moment privilégié pour initier le suivi gynécologique régulier. Concernant l'accès aux soins, alors les soins de proximité, médecins généralistes, kinés, infirmières, toutes les participantes étaient à moins de 15 minutes, ce qui correspond aux données de la littérature, avec 95% de la population française qui répondait à avoir des soins de proximité à moins de 15 minutes. Par contre, concernant les soins gynécologiques, donc 12 parcouraient plus de 45 minutes pour se rendre chez un gynécologue et 8 étaient à plus de 35 minutes d'une sage-femme. Donc ça, c'est expliqué par la faible densité de gynécologues spécialisés sur le territoire. Alors, concernant les modalités du suivi gynécologique, pour la première consultation chez la femme, le plus souvent, elle est réalisée au moment des premiers rapports, soit au début de la vie sexuelle et affective, donc environ 16 ans sur le secteur où on a mené l'étude, soit 1 an et demi en dessous de la moyenne nationale. Le motif de consultation était, pour la plupart du temps, la première contraception, ce qui est en accord donc avec les données de Santé publique France, où 91,6% des femmes avaient consulté pour la première fois pour une raison contraceptive. Le médecin généraliste, lui, était souvent consulté pour sa facilité d'accès. La sage-femme, quant à elle, n'a été consultée que pour une des participantes pour la première fois, mais cela était aussi lié au fait qu'elles n'exercent leurs compétences que depuis 10 ans.
Donc, en accord avec les résultats qu'on a pu retrouver au sein d'autres études, le choix du gynécologue était, lui, motivé par des recommandations, mais aussi par le fait que les femmes ne se sentaient pas toujours à l'aise avec leur médecin généraliste pour effectuer le suivi gynécologique. Néanmoins, le médecin généraliste occupe une place importante dans le suivi. Des femmes vivant en zone rurale, il apparaissait comme le plus accessible par sa proximité et la rapidité de prise de rendez-vous. Pour 4 de nos participantes, c'est l'installation à proximité en fait, de la sage-femme et les recommandations de son entourage qui l'ont poussée à aller vers une sage-femme. Les compétences des sages-femmes à réaliser aussi bien le suivi gynéco que le suivi obstétrical étaient très appréciées et répondaient à leur volonté de limiter le nombre d'intervenants pour leur suivi gynéco. Et la rapidité de prise de rendez-vous et l'accessibilité étaient aussi évoquées pour argumenter leur choix de la sage-femme. On observe donc une grande hétérogénéité des professionnels de santé consultés pour leur suivi gynécologique, et cela s'explique par les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, qu'on va détailler par la suite. Concernant la régularité du suivi, alors 10 de nos participantes estimaient avoir un suivi dit régulier et conforme aux recommandations de l'HAS. D'après l'étude menée par le CNOSF en 2017, plus d'une femme sur 5 n'était pas suivie régulièrement par un professionnel de santé sur le plan gynécologique. Et malgré l'évolution démographique de ces dernières années en milieu rural, donc la désertification, les femmes ont quand même maintenu un suivi plutôt régulier. Et deux des femmes, oui, seulement 2 femmes sur nos 12 participantes ont reconnu avoir renoncé à des soins tels que le frottis. En fait, le fait d'être incité au dépistage par un professionnel avec lequel une relation de confiance est établie est un facteur favorisant d'après la Haute Autorité de Santé. C'est en ce sens que l'INCa a lancé un large programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus afin de sensibiliser 40% de femmes qui ne sont pas du tout ou pas assez suivies, dépistées régulièrement. Alors, concernant les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, donc le département du Cher fait partie des 6 départements de France avec une densité de gynécologues spécialisés, la plus faible expliquant le temps de trajet de 45 minutes que parcouraient les femmes de notre étude. 6 femmes sur les 12 interrogées ont été confrontées à un départ en retraite de leurs praticiens, parce qu'on observe donc que l'âge moyen est plus élevé dans le milieu rural. Les départs des praticiens hors retraités ne sont souvent pas remplacés et c'est souvent justifié par le manque d'attractivité en fait, du secteur des zones rurales. L'hétérogénéité des professionnels rencontrés reflétait donc toute l'ambiguïté du choix du praticien à laquelle se confrontent les femmes. En effet, le manque de recommandations sur quel praticien consulter pour son suivi gynécologique, l'oblitération du risque, parce que l'absence de problèmes de santé était un argument fréquemment mis en valeur par les femmes pour justifier l'absence ou le manque de régularité dans le suivi. L'INCa, du coup, confirmait que les femmes qui ne participaient pas au dépistage parce qu'elles ignoraient, elles ne participaient pas donc au dépistage parce qu'elles ignoraient les risques de ce cancer et les avantages que ça pouvait apporter. Au sein de notre étude, les femmes qualifient donc les consultations gynécologiques comme des examens, des rendez-vous difficiles. L'examen gynécologique était souvent considéré comme embarrassant, angoissant, inconfortable, voire douloureux. Et certaines avouaient reporter leur rendez-vous dans le but de retarder ce moment qui n'était pas très agréable. Alors, concernant la place de la sage-femme dans ce suivi gynéco en milieu rural, 11 de nos participantes ont rencontré la sage-femme pour la première fois au cours de leur grossesse, comme c'est souvent le cas. Sur les 11, 7 ont rencontré la sage-femme pour la première fois avec l'acquisition de leurs compétences l'acquisition de leurs compétences en 2009. Et les compétences médicales des sages-femmes restent majoritairement méconnues
des patientes. En 2017, seulement une femme sur deux aurait connaissance de leurs compétences en gynécologie. Voilà. Le bouche à oreille semble être un moyen efficace pour informer les femmes de la possibilité de consulter une sage-femme pour leur suivi gynécologique, contrairement aux médias, en fait, qui n'ont jamais été évoqués dans mes interrogatoires comme une source d'information. Il paraît donc essentiel d'augmenter la visibilité de cette profession et de leurs compétences. En effet, lorsque les femmes avaient connaissance de leurs compétences en gynécologie, on a observé une migration des patientes vers les cabinets libéraux. Ça, je le retrouve bien aujourd'hui, moi, au sein de mon cabinet, où la majorité des femmes qui viennent me voir, en fait, ont eu connaissance des compétences parce que je me suis installée à proximité, donc elles se sont interrogées, et beaucoup ont eu l'information par le bouche à oreille, des copines, de la famille, et c'est comme ça qu'elles viennent me voir majoritairement. Concernant donc l'accessibilité de la sage-femme, donc oui, c'est ressorti que la sage-femme était plus accessible en termes de distance pour 4 des participantes et pour le délai d'attente qui était comparable à ceux des médecins généralistes. Donc la tendance actuelle de la profession tend à avoir augmenté le nombre d'installations des cabinets libéraux, permettant ainsi, grâce au zonage de la sécurité sociale auquel je vous parlais tout à l'heure, une répartition plus homogène des sages-femmes. On peut espérer une répartition plus équilibrée des patientes entre les différents acteurs du suivi, dans l'optique de désengorger les cabinets de gynéco et libérer des créneaux pour les besoins spécifiques. Par exemple, pour orienter, parce que moi, là, j'ai beaucoup de mal à obtenir, par exemple, sur des frottis qui me reviennent pathologiques ou une colposcopie recommandée, et les délais d'attente peuvent être assez longs pour obtenir un rendez-vous avec un gynécologue. Donc, l'installation des sages-femmes dans ce secteur permettrait notamment d'améliorer le taux de dépistage du cancer du col. Et les sages-femmes ont donc un rôle important en santé génésique de la femme en leur offrant la facilité d'accès. Alors, concernant l'appréciation des femmes pour la profession de sage-femme, l'ensemble des femmes interrogées étaient satisfaites de leur prise en charge par la sage-femme. L'aspect relationnel prenait beaucoup d'importance dans tous les entretiens. La notion de relation de proximité était évoquée de manière systématique. Leur satisfaction a pu être évaluée à travers plusieurs critères, et ces critères répondent au fondement de la démarche centrée sur le patient, décrite par l'HAS. Personnalisation des soins, en passant notamment beaucoup de temps, en prenant beaucoup de temps à expliquer les choses et à être à l'écoute. Une femme a même rajouté que la sage-femme avait effectué un véritable rôle de psychologue en se préoccupant aussi bien de l'aspect clinique que psychosocial de la patiente. Donc la sage-femme intègre les femmes à la prise de décision sur le suivi contraceptif, sur le choix de la contraception. Elle prend le temps d'éclairer leurs décisions. Et nous avons observé donc une volonté importante chez les patientes pour trouver un professionnel donc qualifié, répondant à leurs attentes, à qui elles accorderaient leur confiance et si possible plus accessible. Donc, chose qui n'était pas aisée en milieu rural. Pourtant, l'ensemble de nos participantes ont reconnu avoir retrouvé la quasi-totalité de leurs attentes en ayant consulté la sage-femme. Et dans les intérêts et les points forts de notre étude, c'était considérant les disparités démographiques, il semblait intéressant d'évaluer l'accessibilité aux soins gynécologiques en milieu rural. Quelques études avaient été menées sur la place du médecin généraliste dans le suivi gynécologique, mais on n'avait retrouvé aucune étude menée sur l'opinion des femmes sur l'exercice de la profession de sage-femme. Aussi, il s'agissait de mettre en évidence donc la place de la sage-femme à l'heure où la profession est en pleine mutation depuis la valorisation de la profession. Et la force de cette étude repose sur le nombre et l'implication des patientes, des participantes. La principale limite, ça a été l'échantillonnage qui a été effectué que sur un cabinet et que l'expérience déclarée du coup au sein de nos entretiens ont pu être orientées par la relation qui était déjà établie avec la pratique de la sage-femme. Donc, les projets d'action, élaboration, amélioration, donc des programmes incitatifs qui sont déjà existants en milieu rural.
Inciter donc les sages-femmes à venir s'installer dans les communes nécessiteuses afin de rendre les soins gynécologiques plus accessibles et désengorger les cabinets gynécologiques et des médecins généralistes, surtout en ce moment. Et informer et orienter vers des prises en charge pluriprofessionnelles. Donc, permettre aux femmes de savoir qui elles doivent aller consulter, si elles ont le droit de consulter une sage-femme, et que elles n'ont pas de pathologie, qu'elles peuvent seulement aller voir une sage-femme et que la sage-femme les orientera, si besoin, vers un gynécologue et un praticien plus qualifié. Voilà. En conclusion, du coup, la pénurie de gynécologues en milieu rural implique une absence de médecins spécialisés à proximité et des délais d'attente de plusieurs mois. Les femmes s'orientent donc vers les médecins généralistes plus accessibles, mais le sentiment d'un suivi gynécologique moins complet et une difficulté de partager un examen clinique intime motiver les femmes à interroger, à se rendre vers une sage-femme pour leur suivi. La plupart des participantes avaient initié leur suivi à la suite d'un suivi obstétrical chez la sage-femme et la relation de confiance était très appréciée par les patients. Aujourd'hui, la présence des sages-femmes dans le secteur permet d'apporter aux femmes un meilleur accès aux soins en termes de trajet, de délai et de continuité dans le suivi. Voilà, donc c'est tout. Je voulais juste rajouter, moi, par rapport à mon expérience sur le cabinet en milieu rural, la plupart des consultations que j'ai sur la première consultation, c'est beaucoup de rééducation parce qu'il y a un gros manque sur le secteur. Donc, les médecins généralistes m'envoient énormément de patientes en rééducation. Le suivi de grossesse reste la première motivation à venir me voir, mais derrière, elles ont tendance à avoir l'information, vous faites le suivi gynécologique, donc je continuerai avec vous. Les monitorages à domicile et le suivi gynécologique, lui, donc, marche beaucoup par le bouche à oreille. J'ai beaucoup de femmes de plus de 60 ans aussi qui viennent me voir, qui n'ont pas vu de gynéco ou eu d'examen gynéco depuis plusieurs années. Et le frottis, n'en parlons pas, souvent il n'a pas été fait depuis plus de 10 ans. Le point aussi à noter, c'est que finalement, l'agenda en ligne marche aussi très bien pour qu'elles puissent prendre leur rendez-vous et avoir l'information, de se dire tiens, j'ai une sage-femme, qu'est-ce que fait la sage-femme, et elles prennent le rendez-vous dans la foulée. Voilà. Et vu le contexte actuel aussi, les patientes le disent elles-mêmes, elles préfèrent venir voir une sage-femme dans un petit cabinet où elles ne croisent pas grand monde plutôt que de se rendre à l'hôpital. Voilà. Merci Adeline, c'était intéressant parce que je pense que la ruralité est quelque chose de très fort sur le territoire national. Moi-même, je suis dans une région où vraiment il y a des zones très, très, très isolées. L'hiver parfois est là et la neige est souvent présente. Enfin, peut-être un peu moins ces années maintenant, on va dire, mais quand même. Et puis, on se rend compte que la population rurale est souvent plus précaire parce que c'est difficile de se rendre en ville, parce qu'elles ont peur parfois de venir jusqu'en ville, elles ne connaissent pas bien, malgré tout. Et puis, au niveau du travail, c'est compliqué de se libérer parfois. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a des femmes qui ne sont pas suivies, qui n'ont pas d'examen, qui n'ont pas eu de frottis, qui n'ont pas eu du tout de dépistage depuis un certain temps, voire la vaccination éventuellement aussi, pareil. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire. Et c'est vrai que les médecins généralistes actuellement sont un peu en difficulté par rapport à leur nombre. Ils ont beaucoup de choses à faire avec les enfants, les parents, d'autant plus. Donc, d'autant plus si nous, sages-femmes, on peut travailler justement en pluridisciplinaire, en proximité les uns avec les autres, plus on va être efficace sur le plan de la stratégie de santé publique, en particulier le dépistage. Voilà ce que je voulais dire. Du coup, le gros point négatif en fait de l'étude, c'était parce que du coup, toutes nos participantes avaient une activité professionnelle, comme vous parlez de précarité, et c'est vrai que ce qui manque, c'est qu'on n'a pas recruté en fait forcément les femmes qui viennent consulter avaient une activité professionnelle. Alors celles qui ne consultent pas, souvent c'est celles qui sont plus précaires, et ça serait intéressant de les interroger. Et justement, on avait réfléchi sur notre région Aura avec l'ARS, avec un bus qui serait équipé avec différentes possibilités, aussi bien dépistage diabète, tension, mammographe, pouvoir faire les frottis aussi en même temps en intégrant une sage-femme dans ce bus, et d'autres professionnels, bien sûr, et tout. Bon, voilà, alors après, ça coûte très, très cher, mais le projet est toujours là, il est toujours présent sur une table et toujours en cours de réflexion. Voilà. Je crois que je n'ai pas vu d'autres questions.
Ah, s'il y en avait une tout à l'heure, c'est par rapport à la Covid qui pourrait favoriser les gens à la vaccination et la vaccination antigrippale en particulier. Ben, je pense que ce que j'avais proposé, c'est peut-être de revoir à la fin de la pointe de la saison. Là, je pense qu'en janvier-février, on va voir un petit peu où est-ce qu'on est par rapport à la grippe. Et peut-être se poser la question des CPM. Les femmes enceintes ont eu un vaccin. Est-ce que ça a eu une action? Est-ce qu'elles ont été moins malades? On verra peut-être faire une étude sur le territoire. Ce ne serait pas inintéressant en tous les cas. Alors, je me présente, je m'appelle Geoffroy Canlin, je suis gynécologue obstétricien à la Pied-Salpêtrière. Je vous remercie de m'avoir invité pour parler un petit peu de ce sujet qui me tient à cœur, qui s'appelle donc le sujet de l'HPV, de l'human papillomavirus. Voilà, de faire un petit peu l'état des lieux actuellement sur les recommandations. Alors, l'HPV, de quoi on parle? On parle d'un virus qui fait 55 nanomètres donc de diamètre. Vous voyez, donc c'est un virus, comme je l'ai montré ici, qui est constitué d'une double hélice, donc vous voyez, d'ADN à ce niveau-là, avec ici la capside qui l'entoure. Donc, c'est un virus qui n'est pas enveloppé, donc qui est assez résistant, finalement, au milieu naturel, et puis qu'on a du mal à faire partir avec pas mal de détergents. Donc, c'est quelque chose qui est assez contagieux et qui persiste, finalement, au niveau cutané-muqueux et puis sur certaines surfaces. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs génotypes, quasiment 200 qui ont été décrits, mais il n'y en a pas 200 qui concernent l'homme, il y en a à peu près 120 qui concerne l'homme. Alors ça, c'est une diapositive que je trouve intéressante parce que c'est une étude qui avait été publiée en 2003 dans Lancet où ils montraient que finalement sur la momie de Marie d'Aragon en Italie, ils avaient retrouvé de l'HPV 18 au niveau de tumeurs cutanées. Et donc c'est pour montrer en fait que l'HPV, finalement, les humains, on y est confrontés depuis très longtemps et que ça touche tout le monde, et y compris les princesses. Donc ça veut dire que tout le monde peut en avoir. Voilà. Alors, il y a plusieurs types d'HPV, ça je vous l'ai dit, ce sont des généralités, je vous le redis, et il y en a certains qui sont considérés comme oncogènes. Donc, on verra pourquoi. Et donc, ils ont été classés par l'Organisation mondiale de la santé en plusieurs groupes, en ceux qui sont très certainement oncogènes. Donc, ici, je vous ai mis la liste, avec le 16 et le 18 qui sont parmi les plus oncogènes. Et puis, vous avez ceux qui sont probablement ou possiblement oncogènes, et puis ceux qui ne le sont pas et qui sont plutôt en rapport avec des tumeurs cutanées à type de verrues, de choses comme ça. Alors, pourquoi est-ce que les oncogènes sont oncogènes? Eh bien, en fait, c'est via les protéines E6 et E7, eh bien, en fait, il va y avoir une interaction avec des protéines du cycle cellulaire, qui sont par exemple les protéines P53 ou la protéine du réticuloblastome, et ça va entraîner en fait une désorganisation de la prolifération cellulaire, et puis sous l'effet d'une instabilité génétique qui peut être liée à un autre facteur comme certains mutagènes, le tabac, des troubles immunitaires ou d'autres choses, et bien en fait, ça aboutit à une cancérisation que vous connaissez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'HPV, finalement, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Et... Oui, allô? Je peux continuer? Bon. Et donc, l'HPV, c'était quelque chose qui est assez fréquent. Et si jamais on fait des tests, que ce soit pour les hommes ou les femmes, dans les premières années qui suivent donc les premiers rapports sexuels, eh bien, en fait, on va en trouver chez quasiment 80% des gens. Donc finalement, l'HPV est un marqueur d'activité sexuelle plutôt qu'une IST, puisque quasiment tout le monde l'a à un moment. Et puis, heureusement, on arrive à s'en débarrasser. Et vous voyez que quand vous avez l'HPV qui arrive au niveau de l'épithélium, eh bien, on sait qu'il y a naturellement une clairance, c'est-à-dire une disparition normale et spontanée de l'HPV dans 90% des cas à 2 ans. Voilà. Donc l'immense majorité des cas, quand on a l'HPV, finalement, avoir de l'HPV, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est si jamais cet HPV persiste et n'arrive pas à disparaître. Et donc, dans l'immense majorité des cas, il arrive à disparaître. Et puis, parfois, cet HPV persiste. Et dans ce cas-là, il peut donner des lésions de bas grade, que l'on appelait CIN1. Donc ça, c'est plutôt les HPV qui sont à bas risque. Ou alors aller donner des lésions qui sont plutôt de haut grade, donc l'ancienne nomenclature CIN2, CIN3. Mais même quand on a finalement l'apparition d'une lésion de bas grade histologique ou d'une lésion de haut grade, eh bien en fait, on sait qu'on a une disparition, une évolution favorablement spontanée dans l'immense majorité des cas. Et puis malheureusement, parfois la lésion persiste, l'infection HPV persiste, et puis ça peut aboutir donc vers un carcinome épidermoïde invasif. Toujours est-il qu'il faut bien comprendre que c'est fréquent d'avoir de l'HPV et la plupart du temps, il disparaît. Et nous, ce qui va nous intéresser dans le dépistage, dans le suivi de nos patientes, c'est de savoir quelles sont les patientes chez qui ça persiste, parce que ce sont elles, chez qui ça persiste, qui vont avoir un risque de lésion dysplasique ou de lésion cancéreuse.
Alors, c'est un problème qui est mondial, hein, les lésions qui sont HPV induites, puisqu'on les trouve donc au niveau du col de l'utérus, ça c'est tout le monde le sait, mais aussi au niveau du vagin, de la vulve, de l'anus, et puis aussi au niveau ORL. Et donc, vous voyez ici sur cette carte du monde, eh bien, plus la couleur est foncée, eh bien, plus la prévalence est importante, que ce soit pour les cancers anogénitaux, hein, vulve, vagin, anus et pénis. Et vous voyez que les États-Unis, l'Europe, la France, finalement, chez nous, bah, cette prévalence est assez importante par rapport aux autres pays. Et si jamais on regarde aussi au niveau des cancers HPV induits, au niveau de ce qui est cancer tête et cou, eh bien, vous voyez que finalement, la prévalence aussi aux États-Unis et en Europe est assez importante. Donc, c'est quelque chose qui nous touche énormément dans notre population. Si jamais je regarde en plus la France, d'après les données du PMSI qui a été faite entre 2011 et 2013, eh bien, vous voyez que la prévalence de tous ces cancers HPV induits, finalement, n'est pas du tout négligeable. Vous avez, en ce qui concerne le col, environ 8000 patientes. Donc là, ce sont des femmes, vulve et vagin, mais vous voyez que pour tout ce qui est oral, oropharynx, eh bien finalement, la prévalence est assez importante et plus que celle au niveau du col. Et vous voyez que l'incidence, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux cas, est aussi très important, que ce soit pour le col, mais aussi pour les lésions HPV induites ailleurs et notamment au niveau de la sphère ORL. Et puis tout ça, en France, c'est important, c'est un problème de santé publique parce que ça touche les patientes et puis aussi ça a un coût. Et quand vous regardez les coûts par patiente sur 3 ans, eh bien en fait, vous voyez que ce sont des sommes qui sont finalement assez importante puisqu'on atteint jusqu'à 30-40 000 euros pour la prise en charge de chacune de ces patientes sur 3 ans pour toute lésion HPV induite. Voilà. Donc, il y a un réel intérêt à faire une vraie prévention, une vraie prophylaxie et puis une vraie surveillance et dépistage de ces lésions, puisque c'est un réel problème de santé publique, vous l'avez bien vu. Alors, les HPV, vous voyez là tout ce que je vous ai montré, la prévalence de l'HPV dans toutes ces lésions, d'accord, qu'elles soient cervicales, vulvaires, vaginales ou ORL, eh bien en fait, elle est assez importante. Et vous voyez que, là je vous fais défiler les tableaux, que parmi ces HPV, eh bien en fait, ce sont ceux-là, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, c'est ceux-là qui représentent la majorité des HPV qui sont impliqués dans ces lésions. Donc c'est ceux-là qu'il va falloir cibler. Alors, comment est-ce qu'on peut détecter ces HPV? Puisque vous avez vu qu'un HPV, c'était un virus avec l'ADN, la capside. Alors, ce qu'on peut détecter, c'est soit l'ADN viral, voilà, tout ou partie de son génome, ou bien ce sont les ARN qui ont été transcrits à partir de l'ADN, ou bien la protéine virale. Donc, on peut détecter, choisir de détecter en fonction du test qu'on a, soit l'ADN, soit l'ARN, soit la protéine virale. Là, je vous ai fait la liste pour vous lire, je vous donnerai le topo, il n'y a aucun souci. Vous voyez ici les différents tests qui existent sur le marché pour détecter soit l'ADN viral, soit l'ARN viral, soit les protéines cellulaires. La plupart des tests qui sont utilisés et que vous verrez en pratique dans les laboratoires ou dans les publications, je vous ai entouré ici, c'est l'hybride capture ou celui-ci. Ça, c'est de l'hybridation liquide et ça, c'est de la PCR. Alors, une diapositive très rapide pour vous montrer en quoi consiste l'hybride capture si jamais vous voyez un compte-rendu sur un résultat. Eh bien, en fait, le principe de l'hybride capture, c'est de faire une hybridation entre l'ADN cible, donc c'est-à-dire l'ADN qui est dans le milieu que vous allez rechercher. Eh bien, en fait, vous mettez dans votre milieu l'ARN qui est complémentaire de l'ADN que vous recherchez. Il va y avoir donc des hybrides qui vont être faits. Ces hybrides vont être capturés par votre test, votre kit. C'est pour ça que ça s'appelle hybride capture. Et puis, il va y avoir un signal qui va être émis quand l'hybride va être capturé. C'est ça qui vous permet de dire, ben voilà, mon ARN que je sais être cible de tel ADN a réussi à le capturer. Il y a un signal, ça veut dire qu'il y a la présence de l'ADN que je recherche. Ça, c'est le test hybride capture. Et puis, vous avez aussi la PCR. Donc, la PCR, vous savez, c'est une amplification de l'ADN par différents cycles de chaleur avec des amorces spécifiques du virus qui permettent d'avoir des détections assez sensibles du virus que vous recherchez. Bien sûr, il y a plein d'autres tests et je ne peux pas tous en parler. Alors, pourquoi faire le test HPV? Où en sont les recommandations? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous ai mis dans l'ordre de publication, il y a eu des recommandations de l'INCa en décembre 2016, il y a des recommandations de l'HAS en juillet 2019 sur le dépistage, et il y a des recommandations de l'INCa en septembre 2019 sur le suivi. Eh bien, toutes ces recommandations, depuis 2016 jusqu'à 2019, mettent une place de plus en plus importante sur le test HPV, sur la prise en charge de nos patientes. Alors, quelle est cette place? Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est en dépistage. Est-ce que j'ai un intérêt à faire un test HPV à mes patientes en dépistage? Eh bien, toutes les publications répondent à ces questions en disant oui, le test HPV finalement semble plus pertinent
que le frottis, donc la cytologie pour le dépistage. Et donc, vous voyez ici un article qui a été publié en 2018, donc il n'y a pas longtemps, dans une prestigieuse revue internationale. Et donc là, vous voyez ici, donc je vous explique la courbe. Le principe, c'était de se dire, voilà, j'ai une patiente à qui je fais un prélèvement cervical. Donc, le même principe qu'un frottis. Donc, je fais un prélèvement cervical et puis je vais regarder. Soit je lui fais une analyse cytologique sur un frottis, et si jamais ce frottis est négatif, au bout de combien de temps, dans le suivi, ces patientes vont commencer à avoir des lésions dysplasiques. D'accord? Frottis normal, je suis tranquille pendant combien de temps avant qu'apparaisse une lésion dysplasique? Et puis, ça va être comparé aux patientes à qui on va faire le prélèvement cervical, mais on va regarder le test HPV. On ne va pas regarder les cellules, on va regarder l'HPV. Et on va regarder quand elles sont HPV négatifs, et bien, au bout de combien de temps elles vont commencer éventuellement à avoir des lésions dysplasiques. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que la première courbe qui est là, donc là, on fait notre test, et donc je vais d'abord parler de la cytologie. Je fais mon test, mon frottis normal, eh bien, je regarde, j'attends. Ah, eh bien, écoutez, les premières lésions dysplasiques commencent à apparaître au bout de 2 ans. D'accord? Donc, ça veut dire que le frottis normal permet de se dire qu'on est à peu près tranquille pour 2-3 ans. Qu'en est-il pour faire le test HPV? Eh bien, on regarde pour le test HPV, pour l'apparition donc de lésions CIN3, eh bien, votre test HPV négatif, on attend, eh bien, c'est au bout de 4-5 ans, voire plus, que commencent à apparaître les lésions dysplasiques chez les patientes qui étaient HPV négatifs à un moment. Ça veut dire que le fait d'avoir un test HPV négatif, vraiment, protège sur plusieurs années, qu'il n'est pas nécessaire donc de répéter tous les ans les tests si jamais il est négatif. Donc, vous voyez que cette courbe, c'était sur protégé pour les CIN3, et là, c'était pour l'incidence cumulée des CIN2 et plus. Et vous voyez qu'on a les mêmes résultats, le frottis, le test HPV. Donc, ça, j'ai trouvé ça ça illustre très bien les recommandations. Et donc, c'est pour ça que, se basant là-dessus et sur d'autres papiers, l'HAS a publié des recommandations en juillet 2019 sur quelles sont les modalités du dépistage en France des lésions dysplasiques au niveau du col de l'utérus. Alors, les recommandations disent que, bien sûr, il faut commencer à 25 ans et pas avant en dépistage, puisque avant on peut avoir déjà il y a très peu de risques, et en fait les quelques lésions que vous pourriez dépister en dépistage évolueraient généralement soit vers la régression spontanée, donc dépister trop tôt, ça va entraîner juste des surdiagnostics et puis des surtraitements. Voilà, donc on ne commence pas avant 25 ans en dépistage, hein, j'entends, si jamais tout est normal. Et vous faites un frottis cervico-utérin, c'est-à-dire vous faites un prélèvement cervical et vous allez en faire une analyse cytologique comme on fait d'habitude. C'est-à-dire que vous prenez votre petite brossette, vous le mettez dans le milieu liquide, vous l'envoyez au laboratoire, puis le laboratoire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va centrifuger le liquide et il va regarder les cellules qu'il y a dessus. Le premier, c'est à 25 ans. Le deuxième se fait à 26 ans. On en fait deux de suite, parce qu'en fait, le frottis, on sait que l'analyse histologique a une mauvaise sensibilité de l'ordre de 50%, et donc il vaut mieux répéter une fois un an plus tard. Et puis, si jamais c'est normal, eh bien, on va le refaire tous les 3 ans jusqu'à 30 ans. Alors, 30 ans, on y arrive très vite. En fait, ça fait 25 ans, 26 ans, 29 ans, et puis après, on va passer à la suite. Les recommandations ont dit qu'entre 25 et 30 ans, donc on fait le prélèvement entre 25 ans et 30 ans. Pourquoi? Eh bien parce que la prévalence, le portage de l'HPV est très fréquent dans cette population de patientes entre 25 ans et 30 ans. Et en fait, ce ne serait pas du tout discriminant. On aurait tellement de patientes HPV+, qu'on ne pourrait pas bien discriminer les patientes qui ont réellement un problème lié à l'HPV. Puisque, comme je vous ai dit, le problème n'est pas d'avoir de l'HPV. Le problème, c'est d'avoir de l'HPV qui persiste. Voilà. Donc, entre 25 ans et 30 ans, on fait le prélèvement cervical pour une analyse cytologique. À partir de 30 ans, on considère que les patientes ont pu être en contact avec de l'HPV et ça devient anormal si jamais on a l'HPV qui persiste. Et donc, à partir de 30 ans, maintenant, ce qu'il est recommandé, donc de 30 ans à 65 ans, c'est de commencer par un test HPV à haut risque. Donc, c'est exactement le même type de prélèvement. C'est-à-dire que c'est exactement la même brossette que je vous ai montré tout à l'heure. Vous faites le prélèvement cervical, vous le mettez dans le même milieu de liquide, donc de conditionnement que ce qu'on fait d'habitude. Vous l'envoyez au laboratoire, et le laboratoire, ce qu'il va faire pour une patiente qui a plus de 30 ans, c'est qu'il ne va pas faire, à partir de ce milieu de liquide, une analyse de la cytologie. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une recherche de l'HPV à haut risque, mais c'est sur le même prélèvement. Donc, les recommandations, c'est j'ai fait mon prélèvement cervical, je l'envoie au laboratoire en phase liquide, je fais le test HPV au risque. Et là, le test HPV au risque me dit soit c'est négatif, eh bien négatif, ça c'est l'immense majorité des cas. Si jamais c'est négatif, eh bien vous avez bien vu sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure dans la courbe d'évolution qu'on est tranquille pendant plusieurs années. Et c'est pour ça qu'en cas de résultat négatif, eh bien il faut refaire le suivi tous les 5 ans, jusqu'à 65 ans. Donc on n'est plus du tout dans le frottis tous les 3 ans. Hein. Là maintenant, c'est le prélèvement cervical, test HPV au risque. S'il est négatif, eh bien on contrôle tous les 5 ans.
si jamais le résultat est positif. Alors là, vous vous dites, bah voilà, c'est positif, mais en soi, ça peut être un simple portage et la patiente va peut-être l'éliminer spontanément, toute seule, rapidement. Donc pour l'instant, on ne s'inquiète pas. Donc ce qu'on fait, c'est que si jamais on voit qu'il y a de l'HPV à haut risque au niveau du col de l'utérus chez la patiente, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on demande au laboratoire, sur le même prélèvement qu'il a, il le récupère, le même prélèvement que vous l'avez envoyé, et cette fois-ci, il centrifuge, il récupère le culot des cellules et il regarde si dans ce contexte d'HPV, il y a des cellules anormales. Donc c'est l'examen cytologique, on appelle réflexe. Si jamais l'examen cytologique dit « Ah, il y a une anomalie de cellules », que ce soit ASCUS ou plus, c'est comme ça que ça intervient. ASCUS plus, ça veut dire des atypies ou plus graves. Ça veut dire un frottis de bas grade, de haut grade, ASCASH ou bien AGC, enfin tout ce que vous pouvez avoir dans le frottis. Bien dans ce cas-là, vous dites « Ah, il y a de l'HPV, il y a des cellules anormales sur le frottis », dans ce cas-là, on fait une colposcopie. Et puis on verra ce qu'on fera en fonction du résultat de la colposcopie. En revanche, le résultat est négatif. Ça veut dire que la patiente a de l'HPV, mais il n'y a pas d'anomalie cellulaire. Et bien dans ce cas-là, c'est peut-être juste un portage d'HPV. On contrôle un an plus tard. Et le but de ce contrôle un an plus tard, c'est de permettre à la patiente d'évacuer, d'éliminer l'HPV qu'elle avait, donc de l'éliminer, et un an plus tard, on recontrôle. Eh bien, si jamais un an plus tard, le résultat est négatif, ça veut dire qu'en fait, la patiente, quand vous avez fait le prélèvement initial, il y avait de l'HPV qu'elle avait eu, qu'elle n'avait pas eu le temps de complètement faire disparaître, de clairer, mais un an plus tard, il a disparu, vous êtes tranquille, prochain contrôle, 5 ans plus tard. En revanche, si un an plus tard, après un premier prélèvement qui était positif et le deuxième prélèvement est toujours positif, là vous dites, bah voilà, c'est une patiente qui n'arrive pas à éliminer son HPV pour une raison variée, elle n'arrive pas à l'éliminer, bien là vous dites, bon, je ne vais pas refaire d'analyse cytologique parce que c'est une mauvaise sensibilité, vous allez d'emblée faire la colposcopie. Et puis vous verrez en fonction du résultat. Voilà, donc ça c'est très important, ce sont vraiment les nouvelles recommandations sur le dépistage. Entre 25 et 30 ans, c'est le prélèvement cervical avec analyse cytologique. Et à partir de 30 ans, eh bien, c'est le test HPV. Si jamais c'est négatif, c'est tous les 5 ans que vous le referez. Alors, le test HPV, il a aussi une indication pour trier les résultats des frottis anormaux que vous aurez fait entre 25 ans et 30 ans. Donc ça, c'est les recommandations que j'avais reprises donc décembre 2016. Vous voyez, quand vous allez sur le site internet, c'est très bien fait. Hein. Vous tapez ce mot-clé-là, vous tombez sur un petit arbre décisionnel comme ça. Il dit, voilà, quelle est ma conduite diagnostique. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir qu'est-ce que je fais en fonction du résultat de mon frottis que j'ai fait entre 25 ans et 30 ans et qui m'a dit soit ASCU, soit ASCASH, soit LSIL, soit AGC, soit HCL. Voilà. Et donc, le test HPV, il a une place, d'accord, pour cela. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre l'arbre décisionnel. Alors bien sûr, c'est impossible de tous les connaître par cœur, mais il faut savoir qu'ils existent. Et j'attire votre attention sur la place de l'HPV dans ces arbres décisionnels. Alors le premier que vous avez, c'est si jamais vous avez fait un prélèvement cervical avec une analyse cytologique entre 25 et 30 ans, et qu'on vous répond ASCUS. Donc ASCUS, je rappelle, hein, c'est atypie de cellules épithéliales pavimenteuses, mais de signification déterminée. Ça veut dire que le cytologiste, il a récupéré son culot cellulaire, il a regardé, et puis il dit, ah, c'est quelque chose qui me paraît être soit normal, soit du bas grade. Voilà, donc il hésite entre quelque chose de normal ou de bas grade. C'est une espèce de joker qu'a le cytologiste à sa disposition. Il ne faut pas qu'un cytologiste vous dise joker dans 100% des frottis. Ça veut dire qu'il ne sait pas les interpréter. Donc, généralement, il ne faut pas qu'ils dépassent 10% de leurs résultats de frottis ASCUS, sinon ça veut dire qu'ils sortent trop souvent de joker. Donc, si jamais vous avez ce résultat d'ASCUS, eh bien, vous allez faire le test HPV sur le même prélèvement. Parce que si le cytologiste a dit, voilà, j'hésite, j'ai un doute, je pense que c'est normal, mais je ne suis pas sûr, on fait le test HPV. Si jamais le test HPV est négatif dans ce contexte, bah, ça veut dire qu'en fait, c'était tout à fait normal et qu'il n'y avait aucun souci. Dans ce cas-là, on repart dans une surveillance régulière. En revanche, vous avez des atypies de cellules où on n'est pas sûr, mais il y a de l'HPV, ça fait deux feux orange. Deux feux orange, ça fait qu'il fallait faire une colposcopie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de souci. Si jamais vous aviez eu un frottis entre 25 ans et 30 ans, on vous disait, voilà, c'était un frottis de bas grade. Ça veut dire qu'il y a peu de risques que des lésions histologiques de haut grade, un CIN2 ou 3 ou plus, qui soient associées. Vous avez fait votre colposcopie avec la biopsie si jamais il y avait des anomalies. Et si jamais vous avez la patiente qui a son frottis de bas grade, vous faites votre colposcopie, elle est normale, satisfaisante, vous n'avez rien vu, vous n'avez pas biopsié, et bien dans ce cas-là, il y a une place pour le test HPV qu'on refait un an plus tard pour voir si jamais il y a une anomalie. Et après, on repart dans le suivi habituel. Si jamais vous aviez une cytologie ASCASH, ça veut dire que ce sont des atypies de cellules. Le cytologiste, il dit c'est atypique, mais j'hésite entre quelque chose de moyen grave ou très grave. Donc, il faut quand même se méfier. Dans ce cas-là, en première intention, vous faites la colposcopie avec la biopsie. Et si jamais c'est normal et satisfaisante, eh bien, il y a une place pour le contrôle un an plus tard au test HPV. D'accord ? Donc, sachez-le.
Et puis, si jamais vous aviez une colposcopie qui n'était pas satisfaisante, ça veut dire que votre col n'a pas été bien vu. Vous avez un frottis à cache, vous n'avez pas bien vu, vous avez recontrôlé. Et en recontrôlant, si jamais vous n'avez pas à faire de biopsie, vous n'êtes pas sûr de vous, dans ce cas-là, il y a une place pour le test HPV 6 mois plus tard pour essayer de s'aider. Et puis, si jamais vous avez une patiente qui a eu un frottis avec un résultat AGC, ça veut dire des atypies qui viennent de l'épithélium glandulaire, celui qui est un peu plus profond dans l'endocole, et bien, il y a une place d'emblée pour le test HPV, parce que si jamais le test HPV est négatif, vous savez que finalement, il n'y a pas grand risque. Vous pouvez repartir dans le suivi habituel. Voilà. Donc, le test HPV, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il a une place pour le dépistage en priorité, d'accord, à partir de 30 ans. Et puis, il a une place aussi, si jamais vous avez fait un frottis entre 25 et 30 ans, pour essayer de mieux apprécier les résultats de ce frottis et favoriser le suivi. Et alors maintenant, dans le suivi d'une patiente qui a été traitée pour une lésion, qui est à la place de l'HPV, vous savez que les lésions de bas grade, les lésions de CIN1, vous n'êtes pas obligé de les traiter tout de suite. Ce sont des lésions qui vont généralement régresser spontanément dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent. Il est recommandé de faire éventuellement du laser pour ces lésions de CIN1 si jamais ça persiste plus de 2 ans. Et puis, vous savez que pour les lésions histologiques de haut grade, CIN2, CIN3, il est généralement recommandé de faire une conisation, c'est une électroconisation à l'enzyme thermique sous contrôle du colposcope, ça vous retirez ce petit bout, pour traiter les patientes. Mais une fois que vous avez traité ces patientes, soit du bas grade, soit du haut grade, comment est-ce qu'on les surveille? Est-ce qu'on fait des frottis? Est-ce qu'on fait des colposcopies d'emblée? Bon, eh bien, il y a eu des nouvelles recommandations qui ont mis en avant le test HPV pour la surveillance de ces patientes. Et ces recommandations se basent sur plusieurs grands articles qui ont été publiés. Donc là, je vous montre un article qui a été publié en 2017 dans Lancet Oncology et qui montrait que la sensibilité et la spécificité du test HPV pour prédire une récidive ou une persistance d'une lésion de grade après un premier traitement est très élevée, 91% de sensibilité. Et le risque d'avoir de nouveau des lésions est très faible quand vous avez un test HPV négatif. Donc là, regardez une autre étude qui avait été publiée en 2017 qui montre que, donc HC, vous reconnaissez hybride capture, c'est la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une patiente qui a été traitée pour une lésion de grade, eh bien, vous voyez que si jamais elle a un test hybride capture, un test HPV qui est négatif dans le suivi, eh bien, son risque d'avoir de nouveau une lésion qui apparaîtra à distance est à moins de 2%. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que le test HPV, quand il se négative après le traitement d'une lésion dysplasique, eh bien, en fait, vous pouvez être vraiment très rassuré. Et c'est ce qu'il y a de mieux, finalement, dans la surveillance. Donc, l'INCa a publié en 2019 des recommandations pour comment suivre ces patientes. Et les recommandations disent, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez une patiente qui a été traitée pour une lésion de bas grade, un CIN1. Eh bien, les recommandations sont de faire un suivi par un test HPV, un prélèvement cervical avec le test HPV, 6 mois plus tard. Voilà. Donc, vous avez traité votre patient de CIN1, vous retenez, je fais mon test HPV 6 mois plus tard. Et si ce test HPV 6 mois plus tard est négatif, eh bien, on retourne au dépistage ergonomique. Si jamais il est positif, eh bien, dans ce cas-là, il faudra repartir sur la colposcopie avec les biopsies, etc. En tout cas, vous retenez qu'après un traitement d'un CIN1, c'est test HPV 6 mois plus tard. Qu'en est-il si jamais vous avez traité une patiente pour une lésion de CIN 2-3? Eh bien, les recommandations, je vous avais dit, après CIN1, c'est test HPV à 6 mois. Eh bien, après une conisation pour une lésion de grade CIN2, CIN3, eh bien, les recommandations, c'est comme pour le CIN1, c'est aussi test HPV à 6 mois. C'est simple à retenir. J'ai traité un CIN1, je fais un test HPV à 6 mois. J'ai traité un CIN2-3, je fais un test HPV à 6 mois. Et en fonction du résultat, si jamais le test HPV est négatif, eh bien, vous recontrôlez. Alors, pour le dépistage et le CIN1, je vous avais dit, on contrôle tous les 5 ans. Là, quand une patiente a fait une lésion de CIN2-3, on est un petit peu plus prudent et on a préféré raccourcir dans les recommandations cette période de surveillance. Et donc, le test HPV, il ne se fait pas non plus. Donc, il se fait le premier à 6 mois et les autres, ils vont se faire tous les 3 ans. On n'est plus dans du dépistage quand on a eu une fois dans sa vie du CIN2-3. On est dans du suivi. Et dans ce cas-là, ça sera tous les 3 ans, je fais mon test HPV. Et puis, si jamais dans la suivi, le test HPV est positif à un moment, et bien dans ce cas-là, on repartira sur des colposcopies avec des biopsies et la prise en charge adaptée. Qu'en est-il si jamais j'ai traité une patiente pour un adénocarcinome in situ avec des marchettes, c'est-à-dire je lui ai fait une conisation un petit peu de juste une cyano? Eh bien, vous savez, après CIN1, c'est test HPV à 6 mois. Après CIN2-3, c'est test HPV à 6 mois. Et bien là, c'est également test HPV à haut risque à 6 mois. Et puis, si jamais c'est HPV négatif, dans ce cas-là, le suivi, vous le continuerez quand même
tous les ans. Et puis après, si jamais il est positif, c'est de nouveau colposcopie et biopsie, etc. Voilà. Alors, tout ça, c'est des messages importants. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même des vaccins qui existent contre ces HPV, et ça, c'est un message très important. Le Cervarix, le Gardasil et le Gardasil monovalent. Et il faut bien savoir que si jamais tous nos patients étaient vaccinés, eh bien, le topo que je viens de vous faire n'aurait finalement plus beaucoup de sens parce qu'il n'y aurait plus de problème de cette pathologie. Donc, les recommandations européennes ont dit que le vaccin, le non-avalent, le Gardasil nonavalent, il peut réduire les taux de lésions précancéreuses et cancéreuses qui sont liées à l'HPV au niveau de l'anus, de l'oropharynx, de la vulve, du vagin et du col de l'utérus. Donc, il faut encourager la vaccination. Et les recommandations de l'HAS de 2009 sont qu'il faut vacciner contre l'HPV avec le Gardasil nonavalent tous les garçons et les filles entre 11 ans et 19 ans, tous les garçons et les filles entre 11 ans et 19 ans. Entre 11 ans et 14 ans, c'est la priorité puisque c'est là où il y a la meilleure réponse immunitaire, c'est 2 injections. Et entre 14 et 19 ans, on peut faire un rattrapage, garçons et filles, mais cette fois-ci, ce sera 3 injections et ça, c'est remboursé. C'est également recommandé et remboursé pour les garçons qui se disent avoir des relations homosexuelles dans les centres de dépistage anonymes et gratuits. J'insiste sur le fait que ces recommandations disent que c'est recommandé et remboursé, mais il y a l'autorisation de mise sur le marché pour le vaccin au-delà de cet âge. Et donc, vous avez une patiente qui a 30 ans et qui veut se vacciner, vous pouvez tout à fait la vacciner. Un homme qui a 40 ans et qui veut se vacciner, vous pouvez aussi le vacciner, ce qui permettrait d'éviter de ne plus faire ce topo dans les prochaines années. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et j'arrête mon diaporama. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, je vais reprendre la parole justement. Donc, je pense que ce topo était très intéressant, d'autant plus d'insister sur le problème de la vaccination. Parce que je pense que, comme je disais tout à l'heure par rapport aux autres vaccins, c'est aussi une grande réticence. Et on se rend compte que sur le territoire national, il y a très peu de jeunes qui sont vaccinés. Alors, quand on commence à parler du vaccin au niveau des garçons, ah bon, et pourquoi il faut vacciner les garçons? Donc, je pense que là, il y a un gros travail à faire. Quand on voit les consultations des femmes en gynéco, peut-être voir un peu si elles ont dans la famille des garçons, des filles, comment vont les enfants, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait, parler de ce statut vaccinal. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors moi, je ne fais pas de suivi de gynéco. Enfin, je suis chirurgien gynécologue, donc je vois des patientes qui me viennent avec souvent des problèmes déjà. Donc, je ne suis pas en place de dépistage, de messages généraux. Mais effectivement, moi, dans ma pratique, je vois beaucoup de patientes qui ont 40, 45 ans, 50 ans et qui viennent pour des lésions précancéreuses ou cancéreuses, HPV induites. Et finalement, le message, moi, je leur passe aussi pour leur famille, leurs enfants. Et pour ces patientes-là, le message, de mon côté, passe très bien, puisque ce sont des patientes qui constatent effectivement qu'elles ont un cancer à cause de HPV. Donc, elles ont très bien compris ce que ça impliquait et elles sont très favorables à vacciner finalement leurs enfants, leur famille contre HPV. Donc, finalement, je n'ai pas trop de difficultés parce que j'ai des patientes, moi, qui ont déjà HPV et qui sont sensibles à ça parce qu'elles ont des lourds traitements à cause du cancer HPV induit. Mais après, dans les patients pour des pathologies bénignes, je le propose systématiquement et j'insiste sur le fait que c'est garçons et filles. Il faut vraiment qu'on soit, en tant que médecin, qu'on soit au courant de la littérature internationale qu'il y a sur le sujet et qu'on soit bien conscient que cette couverture vaccinale très faible, elle est là en France. Il y a certains autres pays, comme par exemple le Japon, où aussi ils ont des difficultés à vacciner, mais en fait, on fait un petit peu type d'exception dans le monde. Et la plupart des pays nordiques, Australie, qui ont commencé bien mieux que nous leur politique de vaccination et de recommandation, sont bien plus en avance que nous. Ils ont des couvertures vaccinales qui atteignent les 70-80% et ils commencent à avoir de réels chiffres qui montrent une disparition, enfin une nette diminution significative des lésions précancéreuses et cancéreuses sur toutes les lésions que je vous ai montrées au niveau col, vagin, vulve, ORL, anus. Et donc ça, c'est majeur. Et il y a de grosses études qui sont sorties aussi et qui ont repris toutes ces cohortes en façon prospective et rétrospective de ces centaines de milliers de patientes qui ont été vaccinées, qu'ils ont comparé par rapport à celles qui étaient pas vaccinées, et ils ont regardé toutes les pathologies auto-immunes qui avaient été décrites, et en fait, il n'y a pas de surrisque de pathologie dans le groupe, donc de pathologie immune dans le groupe vacciné. Et puis, ils ont aussi regardé tous les autres symptômes à type de douleur, de symptômes un peu moins bien étiquetés qui auraient pu éventuellement être rapportés par rapport au vaccin. Ils n'ont pas mis en plus non plus mis en évidence non plus de surrisque chez les patients et les patientes vaccinés. Donc vraiment, nous, en tant que médecins, il faut qu'on lise ces données bibliographiques et il faut qu'on les lise, qu'on les comprenne et qu'on soit convaincu de leurs résultats et de partager ça avec nos patients pour augmenter cette couverture vaccinale qui est malheureusement insuffisante en France. Voilà, j'ai encore trop, moi, de patientes
qui viennent me voir pour des lésions précancéreuses et cancéreuses, alors que le vaccin existe. On a quand même un vaccin contre le cancer, donc pourquoi s'en priver? Alors, moi, j'ai deux questions. J'ai une question qui demande une précision. Une femme de 30 ans, avant de la vacciner, frottis et recherche HPV, et vaccin ou pas en fonction des résultats. Hors AMM ou pas, remboursé ou pas. Alors, là, il n'y a pas de recommandation, d'accord? C'est chacun fait comme il veut. Le Gardasil non avalent, c'est un vaccin qui permet de protéger sur plusieurs HPV, d'accord? Donc, ce n'est pas parce que vous avez un test HPV positif pour un 16, 18, 31, enfin un autre, que finalement, vous ne pourrez pas vacciner contre le Gardasil, puisque finalement, ce n'est pas parce qu'on a eu un HPV dans sa vie qu'on n'en aura pas d'autres un jour. Donc, je dirais, quel que soit le résultat du frottis, si une patiente veut se vacciner, on peut la vacciner. Voilà. Donc ça, c'est une première remarque et on n'est pas obligé de… Enfin, c'est une discussion à avoir avec la patiente pour l'expliquer. Mais le fait qu'elle ait déjà eu des rapports sexuels n'est pas une contre-indication à la vacciner, pas du tout. Ni même vacciner à 16 ans, à 15 ans ou à 14 ans. L'âge des premiers rapports n'est plus du tout intégré dans ce souhait de vacciner. Et ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il y a de plus en plus de papiers qui sortent sur le risque de récidive de lésions dysplasiques après un traitement. On s'est rendu compte que quand on avait eu un HPV qui avait induit des lésions précancéreuses, quel que soit où que ce soit, c'est-à-dire au niveau du col, de vagin, de la vulve, de l'anus ou au niveau RL, eh bien, après traitement, toute sa vie, ces patients et ces patientes sont à risque d'avoir une récidive de lésions HPV induites, tout leur risque. Et on se rend compte qu'en fait, eh bien, vacciner après le traitement d'une lésion de CIN2, CIN3 après une colonisation, par exemple, eh bien, ça diminue le risque, vous voyez, de récidive et de persistance de l'HPV. Vous voyez, donc, je ne dis pas que c'est une recommandation pour l'instant, mais de plus en plus de données dans la littérature montrent cela. Donc, il y a vraiment peu d'arguments, vous voyez, pour ne pas vacciner une patiente ou un patient qui le souhaiterait, même au-delà de 30 ans, et quels que soient finalement les résultats de ces frottis, etc. Je ne sais pas si j'étais clair. Et on peut le faire après colonisation? Ah oui, c'est ce que je vous disais. L'indication, oui. Voilà, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de… Alors, ce n'est pas dans les recommandations, attention, ce n'est pas remboursé, Oui. mais il y a de plus en plus de papiers qui montrent que après une colonisation, eh bien, vacciner une patiente, eh bien, ça diminue son risque de récidive. Et alors, l'auto-prélèvement du HPV en France, où est-ce qu'on en est? Comment ça va évoluer? Ouais. Alors, l'autoprélèvement, de quoi on parle? L'autoprélèvement, on parle de la patiente reçoit un kit chez elle où on lui remet à l'espèce de petit coton. Elle se fait elle-même un prélèvement vaginal, elle le met dans un petit pot et l'envoie au laboratoire. C'est ça, c'est le prélèvement. Les études montrent que rechercher l'HPV de cette façon-là, c'est-à-dire que là, je suis patiente et je me fais moi-même mon prélèvement et j'envoie au laboratoire, c'est aussi efficace pour rechercher l'HPV quasiment que ce soit le médecin qui le fasse et qui l'envoie au laboratoire. D'accord? Le seul problème, c'est que si jamais une patiente, quand la patiente se fait l'écouvillonnage au niveau vaginal, elle l'envoie au laboratoire. Si jamais l'HPV est positif, on ne pourra pas refaire sur le même prélèvement, vous voyez dans la suite, l'analyse cytologique dont je vous parlais. Parce qu'en fait, la patiente ne l'aura pas écouvillonné au bon endroit au niveau du col, parce que ce n'est pas possible de se faire tout seul. Donc, en fait, il est quand même recommandé de ne pas faire en première intention un auto-prélèvement, mais plutôt de faire chez son suivi régulier chez son praticien, que ce soit son médecin traitant, son généraliste, sa sage-femme. Eh bien, il est plutôt recommandé que ce soit un hétéro-prélèvement, que le praticien fasse le prélèvement cervical dans le milieu liquide, l'envoie au laboratoire, et comme ça, le laboratoire pourra faire sur le même prélèvement, ça évite de faire deux fois, en fait, le test HPV, si besoin, la cytologie. Après, si jamais vous avez une patiente qui est réticente et qui craint d'avoir un examen gynécologique et ce prélèvement, ça peut tout à fait se comprendre parfois, ou alors qui n'a pas accès, eh bien, ça peut être une alternative à aller consulter pour se faire le prélèvement. D'accord? Mais ce n'est pas la recommandation principale parce que ça ne permet pas de tout regarder au niveau du prélèvement. C'est ça. Et une dernière question, parce qu'après avoir redonné la parole à Adeline, comme c'est hors AMM, faut-il le marquer sur l'ordonnance et faire une information particulière sur les risques de la vaccination? Ah, alors non, c'est pas hors AMM. Ah, alors non. elle n'a pas compris alors. Non, il y a une autorisation de mise sur le marché, c'est pas hors AMM, c'est-à-dire que le vaccin a l'AMM, c'est qu'on peut vacciner sans limite d'âge. C'est juste que c'est pas remboursé. C'est ça. Merci. Voilà. Donc voilà, vous avez le droit, vous ne prenez pas un risque personnel et hors AMM à vacciner un ou une patiente à 35 ans. C'est juste que ce n'est pas remboursé. Ce n'est pas dans l'ERCO général, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est Oui. pas hors AMM. Tout à fait. D'accord. Ben, merci beaucoup, Monsieur Geoffroy-Canon. Oui, voilà. Et puis, bon, votre propos sera donc enregistré et on pourra le revoir. Et je pense que c'est fort intéressant en tous les cas pour s'informer au niveau des sages-femmes et des médecins généralistes et des gynécologues.
Bonne journée, Juste une merci question beaucoup. par rapport à ça. Adeline, oui, vas-y. On ne peut pas faire de dépistage ailleurs que sur le col, du coup. En neuropharyngée, tout ça, ça n'existe pas. Alors, au niveau ORL, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dépistage. Voilà. OK. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. On a respecté à peu près le temps, on va dire, malgré quelques difficultés techniques. Et puis, bon courage pour la suite et vous aurez tous les éléments à disposition sur le site de ESCA. Voilà, très bonne journée à tous. Au revoir.